ensemble, on va essayer de voir ensemble comment on peut regarder cette question-là et essayer d'en traiter, de voir c'est quoi sa différence avec l'atténuation et d'en décliner des grandes orientations, notamment, et des grands concepts, type robustesse, type résilience, que vous allez voir sur les sessions qui vont venir. Je vais commencer par ce petit dessin et cette petite fable, qui est l'histoire en fait du village des aveugles en Inde et de l'éléphant. Vous avez un village d'aveugles en Inde qui ne voient pas, obviously, mais en revanche, ils ont tous entendu parler de ce que c'était un éléphant. Donc ils ont entendu des histoires sur les éléphants, ils ont entendu que c'était grand, ils ont entendu qu'il y en avait un peu plus loin en Inde, etc. Et un jour, dans le village, cet éléphant-là, il y a un éléphant qui débarque. Et aujourd'hui, et en fait, les aveugles, ils vont commencer à essayer d'avoir une perception de l'éléphant. Donc, il y a un aveugle qui va regarder notamment sa lance, d'accord, et il va dire, enfin la lance de l'éléphant, pardon, sa défense, il va dire, en fait, un éléphant, ça ressemble à une lance, ça a la même sensation au toucher. L'autre, il va regarder sa trompe et il va dire, en fait, ça ressemble à un serpent. L'autre, il va regarder la patte, ça va être du coup, c'est en fait un arbre. Les oreilles, c'est l'éventail. Le mur, c'est le ventre. Ou la corde, c'est la queue. Et donc ça, en fait, c'est une perception un peu de ce qu'on a avec la systémique de la polycrise écologique. Pourquoi? Parce que, en fait, vous avez vu dans la session 1 l'aspect systémique, en tout cas, qui se cache derrière cette question de la transition écologique, qui se cache derrière cette question de la dérive. Et simplement, le problème, c'est que par rapport à cette question, on a un esprit en général pour l'aborder très ingénieur, c'est-à-dire qu'on va décomposer un problème complexe en plein de tout petits problèmes et on va se dire que la résolution du problème complexe se résume à la résolution de chacun de ces petits problèmes sectoriels qu'on peut traiter de façon très technique. En fait, c'est un des problèmes qu'on a avec cet éléphant, c'est que chacun voit midi à sa porte. Et donc, quand on travaille en fait sur cette question du changement climatique, on ne travaille que sur la lance, sur la trompe, si vous voulez, une petite partie de l'éléphant qui est cette dérive écologique. Je vais, pour bien illustrer un peu les ordres de grandeur et peut-être rappeler des éléments que vous avez vus en session 1, je vais vous introduire 3 générations de personnes, des Suisses, on va dire, mais c'est un schéma du Haut Conseil pour le climat français. Prenons des Suisses nés en 1950, prenons des Suisses nés en 1980 et d'autres nés en 2020. Et mon graphique s'arrête en 2022, mais ce qui est intéressant de voir, c'est l'évolution potentielle du climat. Vous avez déjà vu ces fameuses bandes climatiques. Mon graphique s'arrête en 2022, ce qui veut dire que tout ce que vous avez avant l'année 2022, c'est le passé. Plus vous allez vers le rouge, plus vous êtes sur une augmentation importante de la température par rapport à l'ère pré-industrielle. D'accord? Par rapport à 1900, du coup. Là, on va un peu plus proche de. On va sur le début du XXe siècle. Et ce que vous avez après, c'est l'évolution de ce climat-là, des températures moyennes en tout cas, dans différents scénarios climatiques. Premier scénario que je vous affiche là, un scénario qu'on appelle forte baisse des émissions. Ce scénario qu'on appelle forte baisse des émissions, c'est un scénario où en fait on tiendrait l'accord de Paris qui se propose de maintenir le changement climatique sous les 2 degrés et sous les 1,5 degrés si possible. On sait que le 1,5 degré va être dépassé dans les 3 ans à venir. C'est une certitude physique, mais on a toujours la possibilité de le maintenir sous les 2 degrés, même si plus aucune prospective réaliste, en tout cas modélisation macroéconomique et projections qui sont faites par les différents États, ne tient pour compte le scénario 2 degrés comme un scénario probable. On a donc un scénario au-dessus qui s'appelle le scénario d'émission intermédiaire. Le scénario d'émission intermédiaire, c'est un scénario qui mène à plus 3 degrés au niveau mondial. Plus 3 degrés au niveau mondial, c'est environ plus 4 degrés pour la France et la Suisse. D'accord? Pourquoi? Parce que le continent européen est le continent qui se réchauffe le plus vite au monde après l'Antarctique. Et donc, en réalité, ce qui se produit, c'est qu'à chaque fois que vous avez une augmentation de température mondiale, c'est encore pire pour les territoires européens et c'est encore pire
dans les territoires européens pour les territoires avec beaucoup de montagnes. C'est là que la différence est le plus marquée. Et ce scénario, émission intermédiaire plus 3 degrés au niveau mondial, c'est en fait un scénario si on prend la cumulation de tous les objectifs climatiques pris par les États et qu'on fait l'hypothèse que ces objectifs climatiques vont être suivis de faits et donc on n'aura pas de retour en arrière, en particulier sur les engagements pris par un certain nombre d'États. Évidemment, c'est absolument pas le cas aujourd'hui, mais en particulier, c'est ça, ce scénario-là. Ce scénario, il a servi à l'adaptation au changement climatique en France comme référence avec une trajectoire qu'on appelle la TRAC, trajectoire de référence à l'adaptation au changement climatique. Et vous avez tout en haut un scénario de forte émission. C'est un scénario où en France et en Suisse, on serait autour de plus 5, plus 6 degrés. C'est un scénario qui a deux possibilités. Première possibilité, c'est si les États reviennent en arrière drastiquement sur les objectifs et ne les tiennent pas et même en fait matérialisent des investissements encore plus importants dans les énergies fossiles. Où on a le déclenchement d'un certain nombre de points de bascule climatique. Vous en avez peut-être déjà entendu parler sur la session 1. Mais en gros, c'est par exemple la fonte du permafrost. Le permafrost, c'est un sol gelé que vous avez en particulier au Canada et en Russie. C'est un sol qui contient un certain nombre de micro-organismes. Et ces micro-organismes, quand ils vont être libérés, ils vont avoir une activité biologique. Cette activité biologique, elle va constituer à émettre du méthane. Le méthane est un gaz à effet de serre qui est plus fort que le CO2, qui donc accélère le réchauffement accélérant la fonte du permafrost, le permafrost émettant du méthane, et donc vous voyez la boucle d'emballement qu'on appelle une boucle de rétroaction positive. Et donc, une fois que je vous montre ce graphique-là, en fait, normalement, vous êtes capable de me répondre à cette question. Normalement, en conférence en direct, je le demande dans le public. Là, c'est un peu plus difficile vu qu'on est en webinaire et que je ne vois pas pour le moment le chat, mais n'hésitez pas si vous avez des questions pendant l'intervention, je relirai le chat après. Mais est-ce que vous avez compris du coup à cette étape que ce n'était pas une, le mot étant 5 lettres, et je pense que certains d'entre vous ont déjà le mot crise. Pourquoi ce n'est pas une crise? Parce que fondamentalement, une crise, c'est comme une crise de fièvre. D'accord? Quand vous avez de la fièvre, eh ben, qu'est-ce que vous faites? Soit vous vous immobilisez et puis la fièvre passe. C'est le Covid, par exemple. On a immobilisé nos sociétés. Quand vous avez une crise économique, vous pouvez aussi prendre des médicaments. C'est ce qu'on peut dire, par exemple, si vous voulez, avec des formes de l'austérité budgétaire. Ou vous pouvez vous faire opérer, avoir un remède de cheval, c'est, si vous voulez, une forme de relance économique. Mais dans les deux cas, la crise est un état passager avant un retour à la normale. Or, vous l'avez vu sur le graphique que j'ai présenté juste avant, nous sommes sur une dérive écologique qui a une caractéristique d'irréversibilité. En 2020, l'été qu'on a eu en 2022 en France, c'était l'été le plus chaud après la canicule de 2003. Or, le Haut Conseil pour le climat écrit que fondamentalement, à 2050, si on tient le 2 degrés, donc dans le meilleur des scénarios, l'été qu'on aura en 2022, ça sera la moyenne à 2050, c'est-à-dire un été sur deux plus important. En 2022, en France, c'était les grands incendies de Gironde, etc. Et donc, nous ne sommes pas dans une crise. Nous sommes dans ce qu'on appelle une polycrise. Qu'est-ce que c'est la polycrise? C'est l'hybridation de la dérive écologique, qui est irréversible mais arrêtable. Demain matin, si j'arrête d'émettre 1 gramme de gaz à effet de serre, je reste dans le climat anthropisé d'aujourd'hui, je reste au plus 1,7 degré en France et le plus 2,9 en Suisse, d'accord? Mais fondamentalement, si je ne reviens pas en arrière sur le climat passé, la polycrise, c'est la situation qu'on connaît aujourd'hui. C'est l'hybridation de cette dérive écologique avec les crises sociales, géopolitiques et technologiques qu'on connaît. C'est une situation complexe où toutes ces dérives et ces crises, elles vont s'hybrider pour donner des signaux de rupture. Et ces signaux de rupture, c'est en fait ça, l'éléphant qu'on essaye de voir depuis le début. L'éléphant au milieu de la pièce, c'est cette polycrise, c'est-à-dire cette hybridation. Et du coup, dans la CEC, la première session, vous avez touché des bouts de l'éléphant.
Vous avez touché la défense, vous avez touché la trompe, vous avez touché la queue, vous avez touché le ventre, d'accord? En regardant notamment les questions d'érosion de biodiversité, peut-être les questions d'eau, en regardant la question des ressources, la question du changement climatique, que vous avez en particulier parfois relié directement aux questions, aux impacts qu'on observe aujourd'hui quand elles s'hybrident avec les questions géopolitiques en particulier. Et en fait, c'est ça l'éléphant au milieu de la pièce, que beaucoup de gens ont du mal à comprendre. L'avenir n'est pas linéaire, il va être fait de ruptures. Or, quand vous avez un business model d'une entreprise, vous êtes en permanence à regarder le passé pour essayer de prendre des décisions stratégiques sur le futur. De la même façon, vous avez un ensemble d'infrastructures qui vous permettent de vivre. Toutes ces infrastructures, elles ont été dimensionnées sur des conditions climatiques passées qui ne reviendront pas. D'accord? Et donc, en fait, il y a un gros problème avec les rapports que vous lisez en général, malheureusement. Pourquoi? Parce que dans ces rapports, vous avez toujours une espèce de courbe linéaire. Et cette courbe linéaire, c'est les impacts que vous attendez sur votre activité économique liés aux effets du changement climatique. OK? Par exemple, si vous êtes un producteur de tomates, eh ben, vous allez avoir un rendement de votre tomate qui risque de diminuer progressivement avec les effets du changement climatique. Sauf que fondamentalement, là, c'est encore une fois voir midi à sa porte et ne traiter qu'une cause, ne s'intéresser qu'à la trompe de l'éléphant. Parce que ce qui va se passer, c'est plutôt la courbe verte que vous avez ici. C'est-à-dire que vous allez avoir des chocs sur votre business model. Prenons la première année. Bon, pas de problème, votre rendement de tomate, il est OK. Pouf! Là, vous avez une petite chute, on va dire 20% de votre rendement qui est perdu de tomates. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des conditions de sécheresse assez défavorables qui font que vous avez perdu une partie de votre production. L'année d'après, tout va bien. L'année d'après, pouf, nouvel impact. Là, c'est votre champ de tomates qui a été inondé par un trop de précipitations. Et là, pouf, vous avez eu moins 90%. Pourquoi? Parce que vous avez eu trop sec en été, puis le champ inondé, puis les droits de douane de Trump qui ont vous empêché d'exporter une partie de votre production. D'accord? Et donc, c'est quelque chose qui est très important à comprendre, ça. Parce que, en fait, les moyennes ne toquent pas à la porte. À chaque fois que vous avez des raisonnements avec les rapports, on vous projette une moyenne du passé, une moyenne du futur, et on vous dit, voilà à peu près l'impact que ça va avoir. Et vu que vous êtes dans des considérations liées aux moyennes, vous vous dites, jusqu'ici tout va bien, je vais investir progressivement, je vais prendre en compte cette question, et puis on va réussir à s'adapter. Quelle est la différence, en un mot, pour bien le préciser, entre l'adaptation au changement climatique et l'atténuation du changement climatique? L'atténuation, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et l'adaptation, c'est traiter les conséquences attendues dans un scénario particulier. OK? Et en fait, du coup, la grande question, quand vous êtes une entreprise, une collectivité ou un pays, c'est comment ça va se manifester pour vous. J'étais, il n'y a pas longtemps, moi, pour une entreprise française de télécommunications et je devais intervenir, en fait, c'était le CSE, donc les responsables, les représentants des salariés qui m'ont demandé d'intervenir parce qu'ils m'ont dit, nous, on est très en colère parce que notre directrice, elle nous a dit qu'elle avait très bien analysé les risques climatiques et que du coup, tout allait bien. Parce qu'en gros, ils ont vu que sur leur site à eux, ils ont une augmentation de température importante, donc c'est pas grave, on va mettre la climatisation. Ils n'ont pas beaucoup de sites potentiellement inondés, mais les sites potentiellement inondés, ils vont mettre des bâtards d'eau et ils vont calfeutrer les portes et donc il n'y aura pas de problème d'inondation et donc tout allait bien, le risque climatique est sous contrôle. Mais en fait, ce qu'elle a fait, du coup, cette personne-là, c'est qu'elle a analysé le risque sur ses infrastructures en propre, d'accord, son stockage, ses accès, ses sites industriels, etc., et ses bureaux et ses sièges. Et ça, malheureusement, ce n'est pas la bonne méthode pour faire, parce qu'en fait, vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes en train de chercher vos clés, d'accord, sous le lampadaire. C'est-à-dire que vous êtes en train de chercher le risque que vous courez avec la polycrise simplement sur vos infrastructures. Sauf que le risque, il ne se localise pas uniquement sur vos infrastructures, évidemment. Il se localise sur l'intégralité de vos flux d'énergie et de matière qui vous permettent d'avoir votre activité économique. On va le voir. Et donc, en fait, fondamentalement, vous pouvez chercher vos clés sous le lampadaire et vous pouvez avoir de la chance que le risque se manifeste
pour de vrai dans votre activité économique l'année prochaine ou l'année d'après sous votre lampadaire, c'est-à-dire des infrastructures et que vous aurez préparé. Mais il est très bien possible que vous ayez perdu vos clés dans une zone qui n'est pas éclairée par le lampadaire, c'est même le plus probable, et donc que ça se manifeste sur l'un des flux que vous mettez en mouvement. Même pire, vous pourrez avoir peut-être les clés qui sont perdues dans une autre ville, voire dans un autre pays si vous avez été en déplacement. Et bien ça se matérialise aussi sur l'analyse de risque. Je n'ai pas encore introduit le mot de scope A, mais le scope A, du coup, c'est les infrastructures en propre. Pour certaines et certains, vous avez peut-être déjà fait un bilan carbone, et donc c'est une nomenclature pour l'analyse de risque qui est un peu proche. Scope 1, 2, 3, scope ABC dans le cadre de l'analyse de risque. Et en fait, du coup, vous avez ce qu'on appelle un scope B, sur lequel vos risques peuvent être localisés aussi. À vrai dire, il est localisé partout, mais où il peut se manifester. Le scope B, c'est tous les flux en fait qui vous permettent de vivre. C'est tout ce qui est autour de ce qui est éclairé, d'accord, par la lampe. C'est donc notamment tous vos fournisseurs, donc le transport de marchandises, d'accord. C'est tout ce qui est vos prestataires et vos employés, notamment le transport, la santé de vos travailleuses et vos travailleurs, et tout ce qui est aussi le transport des produits vers vos clients. Et peut-être le plus important, les services publics, parce que vous dépendez pour pouvoir réaliser votre activité économique, peu importe dans quel secteur vous êtes, d'une consommation énergétique, pétrole, gaz, charbon. Vous avez aussi un approvisionnement en électricité, en télécommunication et en eau. Et tout ça, ça peut être affecté par le risque climatique. Et donc ça, regardez le risque, c'est simplement chercher votre clé à côté du lampadaire qui est éclairé. Et l'autre ville, c'est le scope C. OK, donc, c'est les fournisseurs de fournisseurs et les clients de clients. Or, aujourd'hui, on a créé une vulnérabilité extrêmement importante puisque fondamentalement, vu que nos chaînes de valeur sont très largement étirées, on a déporté notre risque, le risque en tant que tel, sur des zones que l'on ne maîtrise pas. On a de moins en moins de chances de trouver nos clés sous le lampadaire parce qu'on bouge de plus en plus. Alors, du coup, comment on peut faire pour analyser ce risque? Je vais vous donner la méthode juste après. Mais la première chose à faire, c'est de réaliser une cartographie des flux de votre entreprise, c'est-à-dire de vous dire c'est quoi les processus vitaux pour votre entreprise sur le scope A, sur le scope B, je ne vais pas les citer, vous aurez les diapositives, et sur le scope C. D'accord? Ça, c'est la méthodologie OCARA qui est définie par Carbon 4. Et donc, en fait, si je résume un peu mon propos, votre risque il peut être positionné uniquement à 7 endroits différents sur votre approvisionnement en matières premières. Et c'est pas, il peut être positionné, il y a un risque sur chacune de votre organisation, sur chacun de ces points-là. Le sujet étant de savoir quel est le risque majoritaire et comment on peut le prioriser. Vous avez ensuite un risque sur vos travailleuses et vos travailleurs. Les deux types de travailleuses et de travailleurs qui sont le plus à risque des effets du changement climatique en particulier, c'est les ouvriers du BTP et les agricultrices et les agriculteurs. Vous avez un risque sur vos infrastructures de transport et vos infrastructures industrielles. Vous avez un risque localisé sur votre service public, notamment la continuité d'activité de votre État ou de votre collectivité territoriale, ou en tout cas du pouvoir régional, mais aussi sur les services publics de l'énergie, de l'électricité, de l'eau, etc. Vous avez un risque très important sur les services privés, notamment l'assurabilité de vos infrastructures, de vos biens, etc. Vous avez aussi un risque sur vos clients, sur la solvabilité qu'ils peuvent avoir. Et finalement, vous avez un dernier risque qui est la lisibilité que vous pouvez avoir dans le cadre biophysique, géopolitique. Plus on va dans la polycrise, plus on est dans un cadre qui va être illisible, incompréhensible, parce qu'on va avoir une multiplication de signaux faibles. Et cette multiplication de signaux faibles, elle est difficilement lisible, compréhensible, entendable par les entrepreneurs. D'accord? Ce que je vais essayer de vous doter dans la suite de la conversation, c'est que vous puissiez avoir les lunettes, les concepts pour analyser ces risques, les méthodes. Aujourd'hui, par rapport à si vous avez pris la claque de la première session CEC, vous êtes peut-être senti un petit peu déboussolé. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que vous avez fait, c'est que vous avez regardé le soleil directement sans lunettes. Le soleil, c'est la polycrise. Et moi, ce que je vais essayer de faire, et je pense que ce qui sera fait dans les prochaines sessions de la CEC, c'est parce que je sais que c'est l'objectif, on va vous doter de lunettes pour pouvoir que vous puissiez regarder en sérénité l'éclipse, le soleil.
Et ces lunettes, ces prismes d'analyse, ils vont vous permettre de vous empouvoirer et de vous donner une boussole, un dirigeable pour être en mesure de vous diriger, pardon pour la répétition, dans cet univers-là. Et donc, c'est ça la question que je voudrais vous poser à ce moment-là et auquel je vais essayer de répondre, c'est comment on peut naviguer sur une mer que l'on ne connaît pas. Si on est sur une forme d'irréversibilité, avec un climat qui change pour toujours, comment je peux savoir, comment je peux naviguer? Quels sont mes outils de navigation? La métaphore qu'on peut trouver, c'est vous êtes Christophe Colomb et vous allez essayer de découvrir les Indes, d'accord? Et vous n'allez pas arriver aux Indes. Bien entendu, il ne fallait pas le faire, mais là, on est sur le bateau. Et donc, sur ce bateau, sur cette mer qu'on ne connaît pas, on va essayer de trouver les outils. Le premier outil qu'on va avoir, c'est ce qu'on appelle la boussole du risque. Le risque, il se comprend à l'intersection de 4 éléments différents. Premier élément d'intersection du risque, qu'on appelle les aléas climatiques. Alors, je vous donne un chiffre qui est incroyable, c'est la moyenne des élévations de température en Suisse. On est déjà presque en Suisse, on a largement dépassé le plus 2 et on est à plus 2,9 d'augmentation de température en 2024 par rapport à 1871-1900. J'ai trouvé ça dans les rapports des sociétés météorologiques suisses. C'est un petit peu difficile malheureusement d'avoir accès aux données en Suisse sur les projections. Donc je vais faire avec les graphiques que j'aime et je vais vous donner les grandes tendances. Je ne vais pas commenter tous les chiffres que vous voyez à l'écran, vous pourrez les retrouver, mais je vais vous expliquer ce que ça fait le changement climatique. Le changement climatique, c'est 3 nouvelles saisons pour la Suisse. D'accord? D'abord, ça sera la Suisse du trop chaud, avec une augmentation notamment du nombre de journées avec vagues de chaleur très importantes, en particulier concentrées sur le nord de la Suisse. En général, les territoires de montagne sont les territoires qui se réchauffent le plus vite. Donc ça, pour l'instant, vous n'êtes pas surpris. Changement climatique égale trop chaud pour tout le monde. Deuxième élément, en revanche, pour lequel vous serez peut-être un peu plus surpris, ça c'est la saison automne-hiver du changement climatique. C'est la Suisse, donc c'est pas la France, pardon, sur la graphique, c'est évidemment la Suisse du trop d'eau. D'accord? Donc dans la Suisse du trop d'eau, c'est à tout le nord. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous avez le changement climatique, vous augmentez l'évaporation et l'évapotranspiration. 1 degré de plus, c'est 7% d'évaporation en plus dans l'atmosphère, de potentiel d'évaporation. Et puis, vous accélérez la fonte des glaciers. Et donc, vous avez un excès d'eau qui vous tombe dessus. Et cet excès d'eau, il ne retombe pas progressivement. Il retombe d'un coup. D'accord? Et en fait, cet excès d'eau qui retombe d'un coup, il va se situer, il va en fait créer des conditions d'inondation, en particulier sur les villes, puisque les villes, ce sont des espaces extrêmement imperméabilisés, qui ne sont pas capables d'absorber des excès d'eau. Quand vous avez un sol imperméabilisé, c'est très facile, vous versez une bassine de flotte dessus, et puis c'est la topographie qui va vous dire ce qui est inondé ou ce qui n'est pas inondé. Donc je m'excuse pour la prochaine slide parce que j'ai encore marqué France, mais c'est encore une fois évidemment la Suisse. La sécheresse et le trop d'eau sont les deux faces d'une même pièce. Je m'explique. Si vous avez une évaporation et une évapotranspiration qui augmentent, vous avez, en particulier en été, des cours d'eau qui sont moins remplis. D'accord? Et vu que ces précipitations, elles ne retombent pas progressivement, mais qu'elles retombent d'un coup, en fait, toute l'eau que vous avez évaporée, en particulier en été, qui font qu'en fait, vous manquez d'eau pour l'été, et ça va retomber au pire des moments quand vous ne le voulez pas, c'est-à-dire d'un coup comme une bassine de flotte sur vos villes. Le trop sec et le trop d'eau, ce ne sont que les deux faces d'une même pièce qui sont en réalité le symptôme d'une dégradation de la qualité de nos sols qui ne sont plus capables d'absorber les excès d'eau ou de retenir cette eau-là. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle, et c'est le deuxième animal de la conférence, les rhinocéros gris du changement climatique. Les rhinocéros gris, c'est une manifestation du risque. C'est en fait simplement des pour avoir la bonne image, vous êtes Bugs Bunny, d'accord, dans un cartoon, et vous êtes avec le diable de Tasmanie, vous êtes en Afrique, et vous voyez une meute de rhinocéros qui vous fonce dessus très loin, mais vous êtes dans le dessin animé, donc vous les voyez arriver de loin, et puis vous faites des blagues pour le téléspectateur et pour les téléspectateurs, d'accord? C'est en fait un risque qui va arriver
Vous savez que les projections climatiques vous disent ça, c'est le risque sur les moyennes, mais vu que c'est toujours projeté sur des échéances de temps lointains, et ben on procrastine dans l'adaptation. D'accord? Deuxième élément de notre analyse de risque, c'est ce qu'on appelle l'exposition des territoires au changement climatique. Ok? C'est comment mes territoires, mes typologies de territoires vont ressentir la contrainte que je leur impose avec ce trop chaud, ce trop d'eau, ce trop sec. Je vais vous donner un exemple, mais il y en a 1000 autres. J'aurais pu parler notamment de l'effet îlot de chaleur urbain pour les villes, puisque nos villes sont des radiateurs qui chauffent en été, ce qui donne en fait des différences de température entre une zone rurale, en été en particulier, entre une zone rurale et une zone imperméabilisée, une métropole comme Genève, comme Zurich, comme Lausanne, qui fait qu'on a une différence de température qui peut être de l'ordre de 5, 6, 7 degrés entre la ville et sa périphérie rurale. Et ça, c'est un risque d'autant plus exacerbé parce que aussi, on a des grandes métropoles qui concentrent plus de personnes. D'accord? Plus vous avez de personnes dedans, plus vous avez une exposition qui augmente. Mais je vais vous donner un autre exemple, notamment celui un exemple que vous avez eu très récemment avec les effondrements d'une partie de vos montagnes. Le changement climatique, en particulier, il va beaucoup trop vite pour vos écosystèmes. La Suisse, c'est très vert, il y a beaucoup de forêts. Sauf que le changement climatique, le plus 2,9 qu'on a vu, ça va beaucoup trop vite pour les écosystèmes forestiers. Là, j'ai trouvé les données françaises, mais on est sur des choses du même ordre de grandeur en Suisse. On est en 10 ans, en France, sur un doublement du volume de bois mort sur pied pour les arbres. En France, on a un tiers au moins de carbone séquestré en moins en 10 ans parce qu'on a une mortalité forestière très importante. Et cette mortalité forestière, elle a donc un effet sur notre capacité à réduire nos émissions. Mais pire, pour les territoires suisses, les arbres, en fait, ce sont des dispositifs, si je peux le dire comme ça, qui tiennent la montagne. Ce sont les racines des arbres qui empêchent les éboulements. Et en particulier, du coup, quand vous conjuguez des arbres en moins bonne santé ou des arbres morts, plus des précipitations intenses et moins de glace, vous avez une augmentation du nombre d'éboulements et donc, en particulier dans les territoires de montagne, des risques exacerbés parce que dans les territoires de montagne, on a très peu de redondance dans les voies et dans l'accès à différents l'accès en fait à différents endroits. On a un isolement important. On a des difficultés sur les redondances et les infrastructures. Troisième élément, c'est la vulnérabilité. C'est comment mon organisation à moi, comment mon activité économique, elle va ressentir ces effets-là. Et en particulier, en Suisse, vous avez énormément de montagnes, vous avez une industrie du ski qui est très importante, en particulier, ou une industrie du tourisme d'hiver. Or, le tourisme d'hiver, en France ou en Suisse, en France, c'est 80% du chiffre d'affaires d'une région qui vous est voisine, comme la Savoie. Sauf que quand vous êtes en fait sur une hyper spécialisation sur le tourisme du ski, vous êtes dans une forme d'hyper vulnérabilité parce que la neige, elle est en train de disparaître. Et vu qu'on n'a rien planifié pour en fait passer sur des autres formes d'habitation de la montagne, on se met toujours à construire, en particulier autour des territoires de montagne et du ski pour accueillir les visiteurs, les touristes, c'est ce qu'on appelle les lits froids. Et quand vous imperméabilisez, quand vous artificialisez, vous augmentez le niveau de risque, puisqu'en fait, vous allez créer de l'effet îlot de chaleur urbain, vous allez rendre ça plus vulnérable aux écoulements d'eau liés à la fonte de la neige et aussi aux précipitations, etc., etc. À chaque fois que vous optimisez vos territoires, vous vous retrouvez dans une situation d'augmentation de votre vulnérabilité. Il y a 1000 exemples sur la vulnérabilité, notamment l'accélération du rythme aussi pour les forêts, l'accélération des besoins en bois. Donc, en fait, on va uniformiser nos forêts pour en tirer toujours plus de rendement et utiliser notamment notre industrie du bois pour nous décarboner. Dernier élément, c'est la réponse. Et la réponse, elle peut augmenter soit le niveau de risque, soit le diminuer. Un exemple de ce qui est fait beaucoup dans les territoires de montagne, qui est de la maladaptation systémique, c'est l'utilisation de canons à neige.
Qu'est-ce que c'est qu'un canot à neige? C'est fondamentalement une espèce de méga bassine de montagne où on va collecter une partie de l'eau et avec une grosse dépense énergétique, on va commencer à balancer de la neige de culture. Aujourd'hui, malheureusement, nos territoires de montagne, puisque le changement climatique va extrêmement vite, et bah, pour maintenir la fête sur le ski encore quelques années, et bah, on va payer sur fonds publics ces méga bassines de montagne, ces canons à neige qui vont en fait avoir un effet de compenser l'absence naturelle de neige par de la neige artificielle. Pourquoi ça se produit? C'est ce qu'on appelle ça une méduse noire. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que vu que l'industrie du ski, c'est une industrie qui est très puissante, et je ne fais pas ça d'un point de vue moral, hein, je dis simplement ce qui se passe, et bah, fondamentalement, lorsqu'elle a un problème avec le climat, chose qui l'impacte très fort, et bah, elle va tout de suite taper aux portes des pouvoirs publics et elle va dire, bah, moi, mon activité, elle ne va pas survivre, donc j'ai besoin que vous me payiez ou que vous me permettiez de faire des canons à neige. Et c'est-à-dire que fondamentalement, que vous me permettiez d'accaparer une partie de la ressource dans la pénurie. C'est très important. Et donc, dans ce cadre-là, vous augmentez le niveau de risque de tout le monde. Et une méduse noire, c'est ça. C'est une fois qu'en fait, on se retrouve avec un événement de ce type, on est surpris que ça se produise, mais quand on y réfléchit, c'est tout à fait logique. Autre exemple de méduses noires, on a retrouvé notamment des méduses dans une partie des centrales nucléaires françaises cet été sur le littoral. On a été surpris quand on a vu ces méduses dans les tuyaux, mais au final, ça n'a rien de surprenant. Parce que fondamentalement, quand vous avez une température de l'eau qui augmente, une température de l'océan qui augmente, vous avez ce qu'on appelle une gélification de l'océan, c'est-à-dire que la vie dans les océans diminue et le nombre de méduses augmente. Les méduses, c'est vivant, mais c'est des formes de vie qui sont quand même un peu moins développées que tout ce qui est poisson, par exemple. Et en fait, bah, on n'avait pas anticipé qu'on allait avoir des méduses dans les centrales nucléaires, mais au final, bah, c'est tout à fait logique qu'on soit face à ce problème-là. En fait, c'est exactement la même chose pour ce qu'on appelle la maladaptation. C'est tout à fait logique que si on ne prépare pas l'adaptation, si on n'anticipe pas des bifurcations pour un certain nombre d'industries extrêmement vulnérables, et bah, dans cette industrie-là, vous allez avoir le plus puissant qui va pouvoir accaparer une partie de la ressource pour lui continuer son activité et donc au détriment de tous les autres et donc l'augmenter. Autre exemple, si vous voulez, pendant le Covid-19, je ne sais pas si vous vous rappelez, en tout cas en France, il y avait eu des appels à ne. Il n'y avait pas de problème de papier toilette, sauf qu'il y a eu des paniques en termes de stock physique, sauf que bah, il y a eu des paniques sur les réseaux sociaux. Et donc, les gens se sont mis à acheter, au lieu d'acheter un grand paquet, ils en achetaient 4, 5, 6, et il y a eu vraiment une pénurie de papier toilette. Tout notre système sur l'adaptation est comme ça. On a des phénomènes de panique qui augmentent le risque quand la catastrophe frappe. D'accord? Et donc, en fait, ce que je vais essayer d'expliquer, alors là, non, j'aurais dû avoir l'apparition des slides, mais ce n'est pas très grave. Je vais vous le faire progressivement. Je vais vous prendre le petit stylo. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre système économique, il est câblé pour faire ce qu'on appelle de la performance. C'est quoi la performance? C'est faire le minimum, faire le maximum avec le minimum, d'accord? Toute l'organisation économique est comme ça. C'est de l'efficacité, ok? Sur l'autre axe, je vais vous mettre ce qu'on appelle un concept que vous verrez dans les prochaines sessions, ou que vous avez peut-être déjà vu, qui s'appelle la robustesse, qui correspond à assurer la stabilité malgré les fluctuations extérieures. Or, dans un monde qui, on va s'intéresser à la première partie de la courbe, juste ici, dans un monde qui est relativement abondant, c'est-à-dire avec un climat stable, avec un accès aux ressources énergétiques, un accès aux ressources minérales, et ben, quand vous faites de la performance, vous faites plus de robustesse. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et ben, si j'ai une activité économique qui me fait gagner beaucoup d'argent, cet argent, je peux le réinvestir pour développer une autre expertise dans ma boîte, pour faire de la recherche et développement. Ce qui me permet bah, du coup d'avoir un développement sur le marché un peu plus important et puis que je puisse en fait me mettre à l'abri en cas de crise si par exemple mon secteur d'activité principal, le marché finit par s'effondrer. Sauf que, et c'est ça, c'est un gros problème, à force de tout optimiser dans nos systèmes et vu qu'on a passé un seuil d'irréversibilité, on n'est plus dans cette zone-là du tout, on est dans cette zone-là maintenant.
À force de suroptimiser, on paye le prix de la performance. Parce que quand vous faites de la performance, vous devez faire mieux que les autres. Et pour faire mieux que les autres, vous devez uniformiser votre processus de production, etc. Vous devez vous hyper spécialiser dans une chose dans laquelle vous êtes forte. Vous devez sortir ces produits le plus rapidement possible. Et vous avez des organisations très rigides et très hiérarchiques qui vous permettent de sortir ça le plus rapidement possible. OK? Or, tout ça, bah, ça crée des hyper-vulnérabilités. Si je prends l'exemple de l'agriculture, bah, si vous voulez avoir une agriculture performante et exportatrice, vous allez, par exemple, en France, faire que du maïs. D'accord? Le maïs, vous allez cultiver uniquement des clones génétiques. Et vous allez vous occuper de pouvoir l'exporter le plus loin possible. Vous allez faire de la rapidité. Or, cette uniformisation, eh ben, ça fait que vous avez des cultures extrêmement sensibles aux ravageurs. Donc, vous devez mettre des pesticides partout. D'accord? Les pesticides, ils vont toucher l'eau, ça va augmenter le niveau de risque pour le reste. Et puis, vous allez devoir, pour augmenter votre performance, bah, fondamentalement, doper vos productions, exactement comme un sportif. Donc, vous allez lui mettre de l'irrigation et vous allez lui mettre en particulier donc, vous allez l'irriguer, votre production, et vous allez lui mettre des engrais. Et ça, bah, c'est comme un sportif qui est dopé, il va être hyper performant au moment du dopage, et puis, hop, dès qu'on va changer de type d'épreuve ou qu'on va être à la fin de sa carrière, pouf, il va retomber beaucoup plus bas. Notre système économique est comme ça. Et on est dans un monde, dans un monde fluctuant, où on ne maîtrise plus le climat, où on ne maîtrise plus l'approvisionnement énergétique, où on ne maîtrise plus l'accès aux ressources. Chaque point de performance qu'on va faire en plus, ça va ouvrir une vulnérabilité supplémentaire. Et l'ouverture de cette vulnérabilité supplémentaire, elle va faire perdre des points de robustesse. C'est-à-dire que fondamentalement, on va amputer nos capacités à rester stables. Et donc, une entreprise, au XXIe siècle, elle ne doit plus faire des points de performance, elle doit faire des points de robustesse. Comment on fait des points de robustesse? Eh ben, on fait tout l'opposé de la performance. On va diversifier nos modèles d'affaires. Par exemple, dans les montagnes, on peut tout à fait diversifier l'occupation de la montagne, développer le tourisme d'été, regarder comment on peut organiser la résilience alimentaire de nos territoires. Je vous invite à regarder le rapport du Shift Project sur la montagne qui est extrêmement intéressant. Il va falloir qu'on résorbe l'isolement et les vulnérabilités. Ok, très intéressant tout ça. Et en fait, il va falloir qu'on réfléchisse à comment on crée une montagne robuste au lieu de faire une montagne performante. Comment on la diversifie. Autre chose qu'on va faire, on va mettre de la lenteur sur la production agricole. Par exemple, on va faire ce qu'on appelle de l'hydrologie régénérative. Le but de l'hydrologie régénérative, c'est de ralentir le cycle de l'eau sur les parcelles agricoles. Voici une parcelle agricole en Suisse. Voilà, c'est très vallonné, sauf qu'on ne lui a pas mis d'hydrologie régénérative. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, si je fais des dessins, hop, je verse une bassine d'eau là, eh ben, tout va dévaler la pente. Et bah, il suffit que vous ayez un village là, tac, 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 et ben, il est inondé. Hmm. Et bah, votre agriculture, elle souffre parce qu'elle n'a pas assez d'eau. Alors que si vous réorientez votre paysage agricole en y mettant des baissières, en y mettant des prairies en pâturage tournant dynamique, des petites retenues d'eau, etc., à sol désimperméabilisé, bah, quand vous avez un excès d'eau là qui va vous tomber là-dessus, hop, en fait, l'eau, elle va mettre du temps à s'écouler fondamentalement. Ça va être long, d'accord? Vous allez avoir du temps. Et en fait, bah, en bas, vous allez avoir beaucoup moins d'eau qui va se retrouver en bas de la vallée. Et surtout, vous allez la réinfiltrer dans les sols. Vous allez fondamentalement augmenter le remplissage de vos nappes phréatiques. Les nappes, elles vont parler avec les cours d'eau aussi. Et vous allez ralentir le cycle de l'eau quand le changement climatique participe à l'accélérer. Et ça, c'est vraiment de la lenteur. On a ralenti le cycle. Et dernier élément, eh ben, la question de la redondance au lieu de faire de la hiérarchie. Ça, c'est la question qu'on peut regarder notamment avec les forêts. Aujourd'hui, nos forêts, elles sont extrêmement imperméabilisées. Elles sont extrêmement, pardon, anthropisées. C'est-à-dire qu'en fait, on va essayer de maximiser notre rendement de bois et donc on va uniformiser nos forêts. Et ben, en fait, ce qu'il faut faire, c'est tout l'inverse. Il va falloir expérimenter des nouvelles formes de gestion forestière. Je vous mets l'exemple ici, je vous invite à regarder parce que le temps file, les forêts mosaïques qui sont faites notamment par l'ONEF. Ce sont des forêts où on va garder des îlots de vieillissement, on va laisser les arbres vieillir,
on va mettre de la faune sauvage, on va créer des îlots d'avenir, on va expérimenter des essences pour le nouveau climat. On va garder des zones on va mettre des zones humides aussi. On va faire des forêts éponges qui permettent d'absorber l'eau. On va faire des zones en régénération naturelle, d'accord. On va garder des arbres pour la biodiversité. En fait, on va faire de la diversification. On va essayer plein de choses. Et vous voyez bien que si j'ai un ravageur qui passe sur ma forêt comme un scolyte, et ben, vu que je n'ai pas une forêt homogène, peut-être qu'il va détruire cet arbre-là, mais dès qu'il va passer sur là, et ben, il ne sera pas adapté pour tout le fracasser. Alors qu'aujourd'hui, on a des dynamiques beaucoup plus pernicieuses d'uniformisation de nos forêts qui les rend hyper vulnérables. Mais à cette étape-là de la conférence, vous me dites, ah putain, Iliane, il nous a manqué, il nous a menti. Excusez-moi. Il nous a menti parce qu'il ne nous a pas parlé des ruptures. Là, tout ce qu'il nous fait, c'est des raisonnements sur la moyenne. Eh bien, vous avez raison. Mais là, on va parler des ruptures rapidement. En gros, là, on a vu 3 types de risques qu'on peut tout analyser avec notre boussole du risque. Là. Je vous rappelle, aléa, exposition, vulnérabilité, réponse. Réponse qui est soit de la maladaptation, ok, soit de la robustesse. Ok. Hop. Et donc ça, c'est à la fois l'éléphant au milieu de la pièce, donc ça c'est notre polycrise, dont on peut définir un certain nombre de risques. Donc le risque de se prendre la trompe dans la tête, on peut l'analyser, c'est les effets du changement climatique. On pourrait regarder les risques sur l'eau, c'est la queue, etc., etc. On a vu les rhinocéros gris, c'est-à-dire les effets de moyenne qui nous tombent dessus. On a vu aussi également les méduses noires, d'accord. Et là, en fait, on va essayer de voir le dernier type de risque. Peut-être que vous me voyez venir, vous connaissez ce dernier type de risque. Mais en fait, l'idée, c'est que la question à vous poser, c'est est-ce que ça suffit de faire son analyse de risque? Je vais prendre un exemple d'abord pour bien illustrer cette question de l'analyse de risque, ces questions des ruptures. Si je prends toutes vos tailles dans le webinaire, ok, je vous ai pris en photo juste avant, on m'a donné vos tailles et je vous ai représenté en poussin. Ok, ça vous fait une distribution statistique comme ça. Tac. Et disons que maintenant, au webinaire, il y a, désolé, je n'ai pas pris un Suisse, j'ai pris un Français, Victor Wenbenyama, qui est un joueur de basket qui fait 2,22 m. Qu'est-ce que ça va donner sur ma gaussienne si Victor Wenbenyama s'y ramène? Eh ben, on va garder une gaussienne comme ça. Pourquoi? Parce que Victor Wenbenyama, c'est certes un événement statistique rare que quelqu'un dans un webinaire fasse 2,23 m, mais c'est un extrême borné. Il ne fait pas 100 mètres, Victor Wenbenyama. Et ben, si je prends par exemple, là, votre distribution de revenus, là, ça va être assez différent. Parce que votre distribution de revenus, bon, elle aura une gaussienne comme ça, peut-être un peu plus écartée. Mais disons que un invité surprise se joigne au webinaire et que cet invité surprise, ça soit Bernard Arnault. Bah, Bernard Arnault, il a une fortune de la centaine de milliards d'euros. Et du coup, il me change complètement ma distribution statistique. C'est plus une gaussienne. Parce que Bernard Arnault, c'est pas un extrême borné. Victor Wenbenyama, il ne faisait pas, il n'était pas 1000 fois, 10 000 fois plus grand que vous. Alors que sur la distribution de revenus, il l'est. Alors, du coup, dans ce cadre-là, en fait, Bernard Arnault, c'est ce qu'on appelle un signe noir. C'est la dernière manifestation du risque. C'est-à-dire un événement qui est imprédictible. Ça a 3 caractéristiques, notre signe noir. Hop là, je vais voir. Normalement, la vidéo va démarrer. Tac, voilà. Le signe noir, il a 3 caractéristiques. C'est un événement statistique imprédictible. C'est-à-dire que mon analyse de risque, je peux voir les conditions qui vont faire le signe noir, mais le signe noir, il va faire une synchronisation des vulnérabilités. Et dans la synchronisation des vulnérabilités, dans la complexité de nos sociétés, sociétés compris société globalement ou entreprise, eh ben, quand le signe noir passe, on ne sait pas comment ça va s'effondrer. Vous ne savez pas, là vous voyez que ça va se casser la gueule, mais vous ne savez pas par où. Eh ben, ça s'est cassé la gueule sur le haut là, de cette infrastructure-là. Okay. Sauf, donc ça c'est la première caractéristique du signe noir, il est imprédictible. Deuxième caractéristique du signe noir, il est une bascule systémique, c'est l'effet papillon. Il y a un avant et un après signe noir. Et le plus dangereux peut-être, c'est que ce signe noir, il naît, on va l'expliquer a posteriori en permanence. 2 exemples de signes noirs, le Covid ou la crise des subprimes. Et ça, c'est très embêtant parce que quand on explique quelque chose a posteriori, on se dit qu'on aurait pu l'anticiper.
fondamentalement. Et c'est bien ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, la polycrise, elle nous confronte à une augmentation du nombre de signes noirs et donc à une incertitude forte et une synchronisation des vulnérabilités. Dans le signe noir, les vulnérabilités se synchronisent. Exemple, sur le signe noir Covid, on a une synchronisation des vulnérabilités. Première vulnérabilité, on a éradiqué 80% de la biodiversité sur la Terre, donc on n'a plus que des clones génétiques dans le vivant, ce qui fait que quand un virus passe sur une exploitation, sur un cheptel bovin, etc., ou sur n'importe quelle production animale, et il s'en donne à cœur joie parce qu'il va pouvoir muter dans tous les sens. Deuxième caractéristique, synchronisation des vulnérabilités, on a fait fondamentalement des organisations qui sont hyper rapides et donc on a l'avion qui fait que quand on a une maladie, elle peut se déployer partout. Voilà. Et donc, en disant ça, on peut dire, bah oui, c'est logique, en fait, qu'il y ait eu un Covid-19, mais on ne pouvait pas savoir que ça allait se déclencher en 2020. Et on n'avait rien qui était prêt, d'accord? Et là, malheureusement, je ne vais pas pouvoir rentrer en très grand détail sur les façons dont on pourrait traiter ces questions-là, puisque le webinaire avait pour objectif de rester fondamentalement sur les constats. Quand je viendrai vous voir sur une des sessions, on verra comment on peut organiser ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire la gestion des crises. Qu'est-ce qui se passe quand on fait? Et la question de l'antifragilité. Quelles institutions on peut se donner pour prendre avantage de ces signes noirs, prendre avantage de ces crises pour développer des institutions plus robustes, moins complexes, plus simples, capables de prendre en compte cette nouvelle réalité du monde, cette polycrise. Mais la question, elle réside fondamentalement dans l'organisation. Il faut sortir un peu de la fable du colibri où on est en fait à chacun faire sa part. Non, la question n'est pas de chacun faire sa part, la question est de s'organiser par rapport à des effets rationnels du monde pour limiter les effets de ce qu'on peut anticiper et se préparer à ce qu'on ne pourra pas anticiper, voir, mais comprendre comment le risque se forme et de transformer profondément nos sociétés pour intégrer cette dérive écologique qui s'hybride avec crise géopolitique, crise technologique, crise sociale et qui, du coup, remet en cause tous les modes d'organisation qu'on avait vus avant. Et une des réponses notamment, et si vous voulez aller regarder ça, c'est tout ce qui se traduit autour de l'entraide, développer des nouvelles institutions de l'entraide, notamment avec la sécurité sociale, pour récupérer, pour être en mesure d'avoir les bonnes manières de réagir, pas aller acheter quatre papiers de toilette, quatre boîtes de papier toilette, mais être en mesure de dire bonjour à son voisin et de s'organiser dans les crises pour transformer la société à chaque fois, puisque chaque danger est une opportunité. Et je terminerai ce webinaire avec cette petite phrase qui est un résumé de ce qu'on va devoir organiser à l'avenir et qu'on ne pourra organiser que si on se projette dans un futur qui sera collectif, parce que s'il n'est pas collectif, s'il est chacun pour soi, on ne pourra pas s'adapter et on ne pourra pas se préparer à ces signes noirs. Donc le futur sera collectif ou ne sera pas. J'ai débordé de 3 minutes et je vous remercie pour votre attention. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Iliane, là, pour cet éclairage et ce bestiaire des risques. Euh, donc, peut-être les participants ont sûrement des questions. Est-ce Et là, je suis que vous très pouvez... rassuré parce que je ne vous voyais pas et je me suis dit, ça se trouve, le Zoom a bugué et je parle tout seul depuis 15 minutes. Mais c'est Non. bon. Non, ils sont là. Voilà, il y a beaucoup d'applaudissements Oui, c'est ça. aussi. Et voilà, donc vous pouvez ouvrir vos micros et puis voilà, poser vos questions directement à Iliane. Et puis si certains veulent poser dans le chat, voilà, c'est aussi une possibilité. Alors, je voudrais commencer d'abord. Merci pour cette présentation très intéressante dans les constats et dans les perspectives de solutions. Je partage beaucoup de choses. Malgré tout, quelque chose m'a fait un peu de mal. C'est l'exemple que vous utilisez sur la montagne et sur le ski. Oui. Et je suis désolé de vous le dire. Alors, pour le contexte, j'ai été 20 ans directeur de station de ski, dans des très grandes et dans des très petites, dont la dernière dans le Jura, qui vit pleinement sa transition. Deux petites choses quand même. L'exemple que vous utilisez sur l'enneigeur et la neige de culture, malheureusement, est faux. Et je suis à votre disposition pour vous expliquer en quoi il est faux et peut-être de l'utiliser différemment pour que ce soit plus pertinent. Parce que ça amplifierait encore plus votre message. Et puis sur le volet diversification, faut pas oublier que ce soit pour nos entreprises ou pour le ski, puisque vous utilisez l'exemple,
euh, en termes d'impact socio-économique, et je dis bien socio-économique, malheureusement, les éléments de diversification qui sont en train d'être réfléchis et mis en place sur le ski, on le sait de manière sûre, un peu comme on le sait sur l'impact du réchauffement climatique, ne remplacera jamais les impacts socio-économiques du ski d'aujourd'hui. Donc juste une petite alerte sur ces deux exemples-là que vous utilisez, qui vient pour les connaisseurs ternir un petit peu tout le reste de la conférence, qui est particulièrement pertinente et qui s'appuie sur des choses, en tout cas moi que je ne connais pas suffisamment pour pouvoir critiquer, mais ces deux points-là sont quand même assez touchy et pour le coup pas très justes et c'est un peu dommage. Cela étant, le reste est très qualitatif et je vous rejoins sur énormément de choses que vous avez dites. Je vous remercie. Sur la deuxième partie de votre intervention, on est d'accord. Je suis tout à fait convaincu aussi que socio-économiquement, c'est moins rentable de sortir du ski et c'est normal c'est pour ça qu'on y reste. Mais en revanche, les canons à neige et la neige de culture, c'est des formes d'appropriation de la ressource en eau dans ces éléments-là. Et quand il y a une ressource en eau qui commence à manquer, on se retrouve dans cette situation-là. Je ne veux pas qu'on fasse un débat ici, mais on peut Non, non, je effectivement veux en pas, parler mais en c'est faux. privé. Il y a aucun Ce que vous dites est faux, mais c'est pas grave. Mais je peux enfin, j'ai suffisamment de recul pour vous en parler. Je dis pas que ça n'a pas été fait. Je dis que de généraliser et comme vous le dites, de globaliser que c'est pas bien pour l'agriculture, à aujourd'hui, c'est pas bien de le faire sur cet exemple-là. Encore une fois, parce qu'il est excellent dans le cadre de votre démarche et de votre conférence. Cet exemple des stations de ski, il est excellent à utiliser. Et s'il y a bien des systèmes qui doivent être résilients et qui doivent être robustes aujourd'hui, c'est bien les territoires de montagne. Donc qu'on se comprenne bien. C'est par bienveillance que je vous dis ça parce que je pense que l'exemple que vous utilisez, c'est la première fois que je l'entends, il est extrêmement bon. Extrêmement bon. Bah, on pourra, si vous voulez, ajoutez-moi sur LinkedIn et puis on en discute et comme ça, Avec on plaisir. pollue pas la conversation. Mais merci pour votre remarque et je l'entends. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques pour Iliane? Ouais, Arnaud, dans vos exemples et dans ceux auxquels j'ai eu accès pour l'instant, c'est très orienté une entreprise qui a une activité avec une chaîne de production, avec un produit physique, je dirais, ou dépendant d'infrastructures. Et du coup, moi, mon activité, c'est dans le développement informatique en tant que prestataire de service. Et ce Ouais. qu'on offre à nos clients, c'est du temps et de l'expertise, principalement. On a du matériel, mais pas tant que ça. On a des infrastructures, mais pas tant que ça. Et du coup, comment, sans forcément faire l'analyse du scope A et B de tous nos clients, comment est-ce qu'on peut approcher une analyse de risque pertinente pour ce type de métier? Ouais, bah, c'est une excellente question. Et bah, je vous avoue que je peux continuer un peu l'histoire que j'avais avec l'entreprise de services numériques. En gros, le cas est un peu plus générique. Donc, j'ai pris une industrie normale, mais effectivement, il y en a certaines où il y a moins de matières premières et puis on est sur des industries de services. Moi, je pense que par exemple, il y a un risque extrêmement important sur la couche logicielle que vous avez. En particulier, moi, dans cette entreprise-là, qui est une entreprise française, il m'avait dit, mais en fait, Iliane, on est très risqué. Pourquoi? Parce qu'on nous a collé une couche de logiciels américaine qui s'appelle Teams, donc toute la suite Office, en fait, alors qu'avant, on avait des couches de logiciels indépendantes et que notamment sur la maintenance de nos équipements et de nos infrastructures, maintenant, on dépend de Microsoft. C'est-à-dire qu'avant, j'avais, moi, sur mon infrastructure à moi, les capacités d'intervenir, de gérer ma consommation énergétique, de savoir monitorer mon risque. Et là, bah, si en fait j'ai des infras de Microsoft qui tombent en rade, et bah, c'est pour ma pomme, alors que fondamentalement, j'ai pas trouvé de moyen en fait, j'ai déporté mon risque chez Microsoft et je suis obligé de lui faire confiance pour gérer le risque. Ça, c'est une dynamique d'hyper-optimisation. Pourquoi? Parce que bah, Microsoft, c'est plus efficace que nos solutions à nous, et donc on déporte. Mais ça crée une vulnérabilité énorme à la polycrise. Je vous donne un exemple. Le tribunal international de l'Haye était passé entièrement sous logiciel américain, donc Teams, etc., Word, etc., tout chez Microsoft, en fait. Et ben, Donald Trump, il n'était pas content avec une décision qu'il y a eu au tribunal de l'Haye, et donc il a coupé Teams, il a coupé tout, il a demandé
au PDG de Microsoft de tout couper sur le tribunal de La Haye. Et donc, voilà une dynamique. Là, c'est vraiment la polycrise dans sa globalité qui fait que, paf, on a un coup une rupture créée par une hypervulnérabilité qui va créer cette synchronisation et ces ruptures. OK ? Donc ça, c'est un exemple. Je pense que le risque aussi, il va être localisé sur les couches logicielles et notamment la Est-ce que je peux dépendance. juste poser une question sur ce premier exemple? Du coup, là, ce que vous recommandez, parce qu'il y a effectivement, du coup, il y a un risque qui est déporté sur une entreprise qui est sur un autre continent. Par contre, ces entreprises-là, nous, on est 7. On n'aura jamais la capacité à avoir un data center pour opérer tous les outils dont on a besoin pour faire tourner l'entreprise. Et si on le faisait, on sera jamais capable d'avoir la redondance nécessaire géographiquement au niveau des infrastructures. Et du coup, c'est quoi un bon compromis pour ce genre de risque? C'est aller chez un fournisseur qui est plus proche, mais ça veut dire qu'on colocalise aussi les risques. Mais c'est ça. Non, mais c'est passionnant. Et le problème, c'est que là, c'est une conférence entière et des problématiques. Mais normalement, si celle que je fais pour l'entreprise, je peux la diffuser, je vous l'enverrai. Et comme ça, on répondra à toutes ces questions. Je pense qu'il y a un rôle d'analyser bien les risques, du coup, sur les infras en tant que tels, savoir comment on peut se réapproprier les infras ou connaître vraiment le risque mieux sur elles. Il y a un risque très important sur le territoire, votre approvisionnement électrique, télécommunications, voir s'il y a des ruptures possibles. Donc ça, c'est le risque de votre territoire, mais vous en êtes dépendant, donc il faut que vous le connaissiez, ou que vous le fassiez si vous n'avez pas. Et puis, il y a un risque sur l'évolution de vos clients, moi, je pense, et des services que vous donnez en particulier, je pense. Il y a énormément de choses à faire et c'est passionnant comme sujet. La boussole, la robustesse. Rester stable dans un monde fluctuant. C'est ça l'objectif. Et plus on diversifie, plus on aura de capacité à rester stable dans un monde fluctuant. Et plus on analyse le risque, plus on aura cette capacité à rester stable dans les vagues de la polycrise. Parfait. Merci comme réponse. Merci à Jacques-André pour les sanctions pénales de La Haye. Voilà, il y a encore le temps pour une question. Jean-Michel, je vois que tu as levé la main. Oui, Julien, je voulais te remercier pour cette conférence qui m'a beaucoup parlé parce que je dis souvent que la performance économique est le prix de la liberté pour une entreprise. Et c'est vrai que depuis la multiplicité des crises, je dis aussi et je pense que la robustesse est devenue effectivement la bonne boussole. Donc merci. Comment on crée la robustesse, c'est un autre sujet, mais voilà, en tout cas, ça m'a bien parlé. Merci beaucoup. C'est très gentil, merci beaucoup. Robustesse is the new performance, ouais. Absolument. Il n'y a pas d'autres questions ou commentaires. Je vous propose qu'on clore ce webinaire. Merci Iliane, c'était vraiment hyper intéressant. Donc le replay sera disponible. On a enregistré la conférence, donc le replay sera disponible et sur la page la page Inside. Dès qu'on a le temps voilà, on le récupère et on l'intègre. Vous pourrez revoir donc dans son intégralité. Je mettrai aussi le lien de l'article qu'a partagé Jacques-André, comme ça, on aura ces éléments-là aussi. Et puis, on se retrouve bien sûr en session 2. On aura l'occasion de retrouver Iliane encore une fois, je pense, sur une des prochaines sessions. On verra encore laquelle, mais ça commence à se dessiner. Et puis, on vous retrouve en session 2 les 5 et 6 novembre. Et on était super contents de vous avoir et on vous dit un grand et un bon week-end. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bon week-end. Bon week-end. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.